Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Petit Pilier. Vous le savez, pendant 20 minutes, nous allons décortiquer et analyser toute l'actualité du ballon ovale, quasiment ce soir entièrement consacré à France-Angleterre et avec nos deux experts internationaux. Ils sont là et bien là, quasiment de retour du Stade de France. Jérôme Prévost du Midi Olympique, bonsoir Jérôme, merci d'être avec nous. Avec le sourire évidemment, Nicolas Paolorsi, RMC Sport, vous aussi, heureux ce soir. Après cette belle victoire je suis un petit peu déçu. Française, on va en parler, parce que voici le menu de cette émission. France-Angleterre, thank you, good game, comme disait à l'époque Will Carling, chaque fois qu'il chambrait les Français, nous allons débattre de ce France-Angleterre. Comment se sont comportés les joueurs de Nouvelle-Aquitaine? Très bien, notamment Grégory Aldrit. Nous parlerons également de France-Italie. Prochain rendez-vous des Bleus à l'italienne, ça sera dimanche 9 février. Et puis nous nous intéresserons aussi à l'équipe féminine française qui a été moins en réussite que les garçons battus à Pau par l'Angleterre. Messieurs, France-Angleterre, le fameux crunch. Quelle leçon des Français? Ah oui, quelle leçon, une leçon magnifique, avec une défense impitoyable, une pression défensive de tous les instants, une troisième ligne qui, paraît-il, n'a manqué aucun plaquage. 49 plaquages à 3, 0 raté. Un Bernard Leroux colossal, et on remerciera quelques Anglais, l'arrière Furbank par exemple, l'arrière au moufle d'or. Pourquoi on le remercie? Il a fait un match tout simplement pour sa première catastrophique. Mais je pense qu'il fera mieux dans le futur. On les a atomisés, à tel point que je pensais que vous alliez présenter l'émission avec une petite perruque bleu blanc rouge que vous mettez des fois pour vos soirées déguisées. Mais on les a atomisés devant. On en parlait la semaine dernière, on se disait que les 20 premières minutes allaient être capitales, notamment dans le combat. On les a agressés, on leur a sauté à la gorge. On a une défense impériale, absolument. Franchement, très peu de plaquages manqués et des prestations individuelles énormes. En termes de match, exceptionnel, ça a été relevé sur les réseaux sociaux, 17-0 après une grosse vingtaine de minutes. Alors, comment on l'explique en fait ça? Parce que les Anglais, ils étaient prévenus, ils sont vice-champions du monde. Grâce au savoir-faire anglais de Sean Edwards, qui travaille pour l'équipe de France, qui est le chef de la défense et qui a un schéma qu'on n'a pas le temps d'expliquer ici, qui est très efficace. C'est sans doute l'un des meilleurs entraîneurs du monde de la défense. Il n'y a pas eu que ça, parce que les Français ont écarté les ballons, ils ont marqué des essais. Ah, il y a eu les choix de Fabien Galtier. Quand même, il a fait des choix. Il s'est pas trompé, tout simplement. Non, mais il y avait combien de néophytes sur la pelouse? C'était assez impressionnant. Il y en a aucun qui est passé au travers. C'est-à-dire que ça n'a pas été une victoire. On parlera des cas individuels après, mais on reste collectif là pour l'instant. Et collectivement, du coup, tout le monde s'est mis au diapason. Et puis voilà, vous leur rentrez dedans sur les 15 premières minutes, vous marquez des essais, vous menez 17-0. Derrière, il y a cette insouciance-là, vous êtes porté par le public. Et vous tenez. Le talent, la remise intérieure d'Ntamak sur Ratez, la percée de Teddy Thomas, qui est pour moi un très bon joueur. Je ne comprends pas les critiques là, qui parfois assaillent Teddy Thomas. Il a été très bon. Il fait des différences énormes et ça aboutit au premier essai tout de suite qui lance le match. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de France maîtresse de son sujet comme ça pendant une heure, on va dire, globalement. Après, ça a été plus dur physiquement, mais oui. Mais après, ils sont quand même sur la continuité de ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, notamment face au Pays de Galles en quart de finale. Sauf que l'adversité, pardonnez-moi, était quand même d'un niveau très supérieur. Ah, vous n'êtes pas sympa avec les Gallois qui ont fait le Grand Chelem l'an dernier, quand même. Quart de finale à la Coupe du Monde, c'était contre la France, ils avaient gagné les Gallois, mais après, c'était pas les. Je pense que très loin. Ils ont fait le Grand Chelem l'an dernier. Non, le Pays de Galles, les Anglais n'étaient pas mobilisés comme ils l'étaient lors de la dernière Coupe du Monde. Ils les ont pris de haut, les Français? Un peu, je pense. Il y a eu les déclats d'Eddie Jones dans la semaine aussi. Alors, voilà, ça fait partie du jeu, mais je pense qu'ils ne s'attendaient surtout pas à avoir une équipe de France aussi ambitieuse dans le jeu. Parce qu'on a eu une équipe de France ambitieuse et avec des joueurs qui, on a l'impression que maintenant, ils savent ce qu'ils doivent faire. Que c'est précis, les consignes sont précises, le plan de jeu est respecté à la lettre, on récite son plan de jeu, on ne sort pas du cadre et ça marche. Oui, j'ai trouvé alors quelques Anglais. Itoje a été étonnamment brouillon. Farrell, idem. C'est des choses qui ne se produisent pas toutes les semaines, donc on en a bien profité. Et en effet, moi j'ai trouvé Ratez très bon, alors qu'il a très peu d'expérience internationale, c'est un petit gabarit. Et qui n'était pas prévu au départ. Voilà, il a remplacé Penaud. Dupont, n'en parlons pas. Non, vraiment, nous avons quasiment tous marché sur l'eau. Et les Anglais ont découvert, on le voit sur les réseaux sociaux, Vincent Ratez, qui ne connaissaient pas. Ça chambre sur les réseaux sociaux français. Et ils ont tapé Vincent Ratez dans Google, les Anglais, pour savoir qui il était. Cette équipe française, vous le disiez, Nicolas, tout à l'heure, c'est la réussite du duo Galtier-Ibanez. Oui, en tout cas, c'est sur un premier match, on va rester prudent, sûr, mais il va falloir confirmer. Mais oui, déjà dans leur plan de communication, dans ce qu'ils ont voulu mettre en place, dans les choix qu'ils ont fait pour ce groupe de 42 joueurs, avec énormément de joueurs qui n'avaient jamais eu de sélection. Voilà, je pense aussi que le fait d'aller s'entraîner à Nice pendant une semaine, de s'aérer l'esprit, de communiquer de façon positive autour de l'équipe de France, ça fait du bien à tout le monde. Et puis, il y a cette jeune génération qui sait gagner, qui commence à s'imposer. Ouais, c'est vraiment un succès de Raphaël Ibanez et de Fabien Galtier. Après, il faut confirmer. Le tournoi a déjà réussi? On vient de le voir sur les réseaux sociaux. En battant l'Angleterre, est-ce que le tournoi a déjà réussi?
Non, peu, quand puisque je rappelle que le vainqueur du dernier tournoi, c'est le Pays de Galles. Donc si vous deviez perdre les Il y 4 tient, ces Gallois. hein. Ouais, Il y tient. c'est des amis. Si vous d'accord. deviez perdre... On les salue alors, en même temps. Ok. Si vous deviez perdre les 4 matchs qui suivent, ce serait forcément un échec. Mais le tournoi est bien lancé, ça oui. Bien lancé, on va parler des cas individuels. Alors c'est un sport co, le rugby, bien évidemment, mais il y a quand même des individualités qui font la différence. La première individualité que nous voulions mettre en lumière ce soir, c'est le 3e ligne de La Rochelle, Grégory Aldrit, élu homme du match. Et quel match, Grégory Aldrit. Oh, c'est un homme colossal, un gladiateur qui avance à l'impact, même si son physique n'est pas finalement spécialement massif par rapport à d'autres joueurs, mais il avance à l'impact. Ça a valu un tweet, je vous coupe, excusez-moi, Jérôme, de Oui. Brian O'Driscoll, quand même. Brian O'Driscoll, Qu'est-ce qu'il ancien a dit? 3/4 irlandais, qui a dit quel joueur, quel match. C'est un gladiateur, un homme au corps d'airain. C'est un joueur qui jouait à Auch, hein. Voilà, très très dur sur l'homme, dur dans le combat, très présent dans les zones de ruck également pour venir gratter des ballons. Donc voilà, non, il a été monstrueux. En plus, à chaque fois qu'il porte le ballon offensivement, il fait avancer son équipe. Très peu de déchets, très peu de pertes de balles, les sorties de mêlée sont propres. Il est en train de monter en puissance et c'est la première fois qu'il fait 80 minutes vraiment pleines. D'habitude, on le voyait sortir à la 55e, 60e parce qu'il n'avait pas les cannes pour enchaîner. Et là, il a été présent jusqu'à la fin. Et que dire de Charles Olivon, capitaine, alors à la hauteur dans le capitanat, dans le jeu, auteur d'un doublé en plus, 2 essais. Quel match lui aussi. C'est la 3e ligne qui a marché sur l'eau hier. L'aisance fait homme, la facilité fait homme. Il a l'adresse, là, il est costaud et il a une adresse quasiment d'orfèvre, quoi. Quand il a des ballons, quand il est en situation de manipuler le ballon, il faut l'admirer. Ah ben, vous êtes capitaine. C'est votre première sélection en tant que capitaine. Vous êtes au Stade de France devant 80 000 supporters. C'est le premier match d'une nouvelle équipe de France. Vous pouvez un peu avoir les miquettes quand même au départ. Les Et ben lui, miquettes. pas du tout. Oui, on peut avoir les miquettes. Et ben lui, absolument pas. Non, mais il s'est transcendé. Il a franchi toutes les étapes les unes après les autres. Ça, c'est peut-être le management aussi du staff. Aussi, on les Ça a a permis mis, à ces on les joueurs a mis d'être dans en de bonnes confiance. conditions. Il y Mais a voilà, pas- c'est vrai que c'est important quand il même, a aussi. montré qu'il avait les épaules et la stature pour endosser ce rôle de capitaine. Moi, je pense que Fabien Galtier est tout simplement un bon entraîneur. Il était considéré comme un très bon entraîneur qui maîtrise bien le rugby sous l'angle tactique, technique et physique. Et je crois qu'il l'a montré là, tout simplement. Et les Anglais nous ont aidés. Alors, on a parlé de Rates tout à l'heure, qui a été très très performant, notamment sur son essai. L'autre Rochelet, Bordelot-Begley, grosse entrée de Jeff Poirot, qui a gratté des Oui, ballons ouais, importants. absolument. On l'attendait titulaire, on avait parlé la semaine Ouais. dernière, un peu titulaire. Bon, il n'était pas titulaire, ce qui était peut-être un peu revanchard, je ne sais pas. En tout cas, son entrée en jeu a été importante à ce moment-là du match. Ouais. Un grand combattant sur les points de rencontre, là, il a montré qu'il fallait compter avec lui. Il a failli être capitaine, n'oubliez pas, donc ça veut dire qu'il a du crédit. Il va gratter 2-3 ballons importants, il va casser 2-3 offensives anglaises à la fin, alors qu'on sent qu'on est dans le dur physiquement et que lui, justement, il fait partie de ces 2-3 hommes français qui sont capables de remettre de l'avancée et de nous maintenir à flot. Non, franchement, il a été très précieux. Après, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Hein. OK, il part pas titulaire, mais vous voyez, il rentre à la 50e. Les fameux finisseurs. Eh oui, c'est super important maintenant dans le rugby moderne. Donc avoir un Poirot qui finit à la place de Cyril Baille, c'est pas plus mal. Et l'autre sensation du match, quand même, c'est la découverte pour le grand public d'Anthony Boutier à l'arrière. Très très précieux sous les chandelles au début, auteur d'un énorme coup de pied de mammouth de 70 mètres, incredible kick, Alors, comme disaient les Anglais. Très bel bel accent, merci. très bel accent. Franchement, sensation du match, non, Anthony Alors, Boutier en plus, qu'il Ou n'est pas jeune, puisque maintenant, dès qu'un joueur, il faut Il a mettre 27 des ans. jeunes, Ah, il a- toujours des jeunes, encore des jeunes. Non, il a 27 ans, il a un parcours atypique et il a montré que sans jamais avoir connu de sélection chez les jeunes, en débutant en fédéral et en Pro D2, on pouvait devenir un très bon joueur international. Il y a 6 mois, il jouait à Vannes. Il n'avait pas Il a connu tapé le- depuis chez lui, hein. le top 14. Comme disent certains sur les réseaux Non, mais sociaux, et ça a traversé la Manche. Il a une histoire incroyable. Il était maçon à Pouillon dans les Landes. Il arrive à Dax. Dax qui lui offre pas de contrat. Derrière, il a une opportunité à Vannes en Bretagne. Au début du projet de Vannes, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Il arrive là-bas, il s'impose, il devient capitaine, il part à Montpellier. 3 mois plus tard, équipe de France. Et il est monstrueux face aux Anglais. Il est bien passé en dessous des radars des clubs pro quand même, parce que Ouais, vous bah disiez, oui. il était en réserve à Dax pour être repéré par Vannes. Alors, mais moi j'aime bien ce genre de trajectoire, tant mieux que tout soit pas rationalisé à l'extrême. Comment c'est possible de rater un joueur comme ça? Ben écoutez, ouais, il est On peut-être... le sait, en foot ça arrive souvent, mais au rugby. Ben non, il n'y a pas de raison particulière. Il y aura toujours des gars. Chabal n'avait pas de sélection chez les jeunes. Tu vois, je cite le premier exemple qui me vient à l'esprit. C'est comme ça, tant mieux. Il y aura toujours des gars qui se révèlent sur le tard. Et puis ça amène de la fraîcheur. Ça amène de la fraîcheur. Voilà, c'est des joueurs qui profitent de chaque seconde. Et je pense qu'ils donnent une énergie à un groupe. Et franchement, ça entraîne tout le monde. Ça entraîne tout le monde. Un mot de Mathieu Jalibert. Bah, Alors, on non. se demande pourquoi il est rentré. Quoi, il a joué 4 minutes, 5 minutes? Oui, alors après, il faudrait poser la question directement aux intéressés. Est-ce qu'Ntamak a fléchi physiquement? Est-ce qu'il était légèrement contusionné? Je ne crois pas. Non, on ne peut pas parler de Mathieu Jalibert, il a trop peu joué. Est-ce que Romain Tamac vous a pas impressionné aussi, puisqu'on parle un peu de Jalibert,
sur sa capacité à défendre beaucoup au-delà de sa conduite du jeu. Je pense que c'est pour ça que le staff ne fait pas sortir Ntamak, parce qu'on est dans une phase en fin de match où on subit beaucoup, on a moins le ballon, et donc du coup, Mathieu Jalibert est peut-être moins robuste. En plus, sur un poste de 10 que les Anglais avaient ciblé, je crois que Ntamak, il a plaqué 20 fois dans le match. C'est beaucoup, donc c'est énorme pour un 10. Voilà. Et lui, il faisait la maille défensivement. Je ne suis pas sûr que Mathieu Jalibert aurait réussi la même prestation défensive sans le ballon. Je pense que si on avait eu le ballon et si on avait été encore dans l'avancée dans les 20 dernières, on aurait vu Mathieu Jalibert plus tôt. Comment Eddie Jones a pu ne pas choisir un numéro 8 perforant? Quand on y repense, c'est incroyable. Bon, Vunipola est blessé, et après, pris dans un délire, il a choisi des troisième lignes légers. Oui. Lui, là, en tant que coach, j'ai l'impression qu'il est un peu passé au travers. Il s'est trompé. Alors, Tuilagi est sorti aussi très tôt. Tuilagi qui est perforant, lui. Alors, l'Angleterre, c'est fini. Les Français se sont imposés, 24-17. Il y a l'Italie ce week-end. Parce qu'on a peur de l'Italie quand on est français. Ben justement, est-ce que le danger, il n'est pas là, de se déconcentrer après un match avec autant d'enjeux, autant de pression, autant de stress? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de décompression et retomber dans les historiques travers du rugby français? Un coup très bien, un coup très mauvais. Si vous voulez parier, avoir une cote du niveau d'un livret A, parier sur une victoire de la France contre l'Italie. Avec le bonus offensif. Non, je pense qu'on est Pas de relâchement? Non, pas de relâchement, parce que c'est une nouvelle histoire qui est en train de se mettre en place. Fabien Galtier, dès la conférence de presse d'après-match hier, il était déjà en train de dire « Ok, mais ce soir, on ne va pas savourer, pas de fiesta, pas de grosses chouilles, parce que lundi matin, on se remet au travail. » Après les niquettes, la chouille. on se remet au boulot. Non, mais c'est important. Et puis, il y a des joueurs qui ont des choses à prouver, hein, parce que dans ce groupe de 42, je pense que quand on a tapé les Anglais, tout le monde a envie de montrer qu'on a sa place pour jouer dans cette équipe-là. Et donc, il va y avoir une véritable émulation. À mon avis, les Italiens, ça devrait être plutôt facile. Ouais, mais est-ce que justement, le danger, c'est pas ça, qu'on attende beaucoup de cette équipe de France qui hier a fait un grand match, mais il n'était pas parfait. Est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir trop tout de suite de cette équipe-là et oublier qu'elle est quand même en reconstruction, même si celle-ci part très bien? J'ai vu Galles-Italie. Bon. Et alors? Non, mais vous n'êtes pas objectif avec les Gallois, Jérôme. Donc, non. l'Italie. Alors, les Italiens sont des 42-0, ils ont pris. Ah, les pauvres, ils ont été balayés, quoi. Balayés. Parce que le danger, c'est pas les Français, en fait, dans ce genre de match contre l'Italie. Ouais, mais je pense que l'opposition italienne est tellement faible par rapport aux années précédentes que même si nous, on est en dessous, on sera toujours supérieur. Une Italie sans Paris-C, en reconstruction, qu'on a pris 42 face aux Gallois. Puis alors, avec des piliers qui ont un peu avancé en mêlée en fin de match, qui se congratulent, alors qu'ils prennent 42-0. Oh là là, c'était surréaliste de voir des gars se congratuler alors qu'ils prenaient 42-0. C'est incroyable. Vous n'aimez pas les Italiens, Jérôme? Si, je les soutiens, mais j'aimerais qu'ils soient un peu plus compétitifs. Si, c'est des amis, mais... Justement, on va parler de l'élargissement du tournoi, monsieur Jérôme Prévost, Nicolas Paolo-Orsi. On a appris ce week-end, auprès de la Fédération française, que l'Afrique du Sud et le Japon souhaiteraient à terme, alors on ne parle pas de l'horizon 2020, 2021, 2023, un peu plus, mais souhaiteraient intégrer le tournoi à destination qui deviendrait donc un tournoi des 8 nations. Qu'est-ce que vous en pensez sur le principe? Alors moi personnellement je suis contre. Car je le disais aussi. Le tournoi c'est une chose magnifique, c'est la plus belle compétition du monde. Il ne faut surtout pas le toucher, il faut le laisser tel qu'il est parce que si vous mettez trop de grandes équipes, c'est la Coupe du Monde tous les ans, c'est ridicule. Non, nous sommes très bien assis, c'est vrai qu'il y a un problème avec l'Italie, c'est vrai qu'il n'est pas au niveau hélas, mais il ne faut surtout pas... c'est ridicule, et l'Afrique du Sud elle quitterait le tournoi sudiste, estival. Non, c'est ridicule. Il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus. Et en plus, ça rime à rien. Et ok, moi je veux bien, il faut qu'on explore de nouveaux marchés pour le rugby. On l'a vu avec la Coupe du Monde au Japon. C'est vrai qu'il faut que le rugby s'ouvre un peu. On l'a vu aussi avec le rugby à 7. On essaie de se développer en Afrique avec les Kenyans contre belles équipes. Mais là, non, restons dans les choses traditionnelles. Le tournoi, c'est historique. Nous sommes d'accord. C'est historique et on ne touche pas à ce tournoi destination. Nous sommes d'accord. On dit un mot de France-Angleterre? Féminin? Ça vous a plu ou pas? Oui, les Françaises ont été assez compétitives, elles ont perdu, elles ont avancé en mêlée. Elles ont perdu à Pau, c'était ce dimanche, 19-13. C'est ça. Est-ce que ça vous a plu? Oui, moyennement, oui. Enfin, elle n'était pas contente, les Françaises, après la première mi-temps notamment, elles s'estimaient pas à la hauteur dans le combat, dans le jeu, les Françaises qui ambitionnaient de gagner ce tournoi. Ouais, je pense que les Là, c'est terminé pour le Grand Chelem déjà. Oui, parce qu'en mêlée, les Françaises ont fait plaisir d'avancer en mêlée, mais les Anglaises avaient plus de maîtrise dans le jeu quand même, j'ai trouvé. Puis bon, elles ont des joueuses très fortes, la Scarratt, qui a transpercé. Vous avez pâté. Oui, c'est une vieille routière du circuit international. Quand vous défendez face à elle, il faut s'accrocher. Non, elles ont buté sur un mur à la fin, parce vrai. qu'elles ont eu la possession dans les dernières minutes pour revenir, et jusqu'à 2 minutes de la fin, où elles sont à 5 mètres de la ligne des Anglaises, elles n'ont jamais réussi à franchir
Ils n'ont jamais vraiment réussi à poser leur rugby, malgré les 14 000 spectateurs au hameau. Succès Franchement, populaire, l'ambiance était vraiment très sympa et ça fait plaisir de voir que le rugby féminin comme ça plaît autant aux supporters. Mais c'est vrai que c'est une contre-performance pour les Bleus parce que c'est une équipe qu'on a souvent vu gagner quand les garçons étaient au fond du seau. Et ben là, manque de peau pour elle, ça s'inverse. Moi, j'aime beaucoup Juliane Rie, la troisième ligne, là, qui joue en région parisienne. Là. J'aime beaucoup cette joueuse. Il a manqué un petit peu, la marche est encore un peu haute pour cette équipe-là, la France. L'objectif des Françaises, alors il y a le tournoi, bien évidemment, la victoire, ça va être compliqué, mais il y a la Coupe du Monde l'an prochain pour l'équipe de France féminine. Elles n'ont jamais fait la finale, mais elles ont été X fois en demi-finale. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'elles peuvent battre l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande sur une demi-finale? Tout est possible. Sur un match, elles peuvent. Non, je pense qu'elles ont la génération pour le faire sur un match. Si elles retrouvent des individualités fortes, moi je pense qu'elles peuvent le faire. Le rugby féminin français, alors, c'est documenté un petit peu bien évidemment, a quelques problèmes de structure, de hiérarchie, de championnat, etc., etc. Il peut grandir ce rugby féminin français dans l'ombre écrasante du 15. Alors on parlait la semaine dernière du rugby à 7. Je vous épargne une question sur le rugby à 7 ce week-end. Jérôme, en tout cas cette semaine, même si le Racing a été champion de France, premier champion de France de rugby à 7, est-ce que le rugby féminin peut se faire une place? Il a trouvé sa place. Là. En France, parce qu'elle dans les pays étrangers, ça marche beaucoup. 14 000 personnes diffusées en direct à la télé, c'est pas mal, non? Non, mais pour le championnat, c'est dur. On le voit, faut le transposer par rapport au foot. Le succès de la Ligue 1 et la D1 féminine qui commence à avoir un petit engouement, mais vous avez une Coupe de France de foot en France justement organisée où ça avait commencé à prendre et derrière il n'y a eu aucune retombée sur le championnat. C'est très compliqué d'exister. Est-ce qu'il ne faudrait pas obliger les clubs du top 14 à avoir des sections féminines? Si, pourquoi pas. C'est le cas en foot. Oui, mais est-ce que vous allez avoir des supporters qui vont aller voir la section féminine de l'UBB face à La Rochelle? Et pourquoi pas? Est-ce que M. Brunet, là, des Girondins, irait supporter les Girondins féminines? Je ne sais pas, moi, est-ce que les ultras... Non, mais ça existe dans les clubs de foot qui sont en D1, non, mais une équipe féminine. Ça peut pourquoi être ne une pas, idée. si on veut vraiment développer le sport féminin, notamment en rugby, pourquoi ne pas obliger les clubs du top 14, ou en tout cas même de Pro D2, à avoir une section féminine aussi avant le championnat? Personnellement, j'aime pas cette idée d'obliger un club à faire ce qui n'est pas sa raison d'être au départ. Si un club féminin doit exister, il doit exister par lui-même et travailler par lui-même, quoi. Voilà, c'est la première idée qui me vient. Non, mais ça peut être une bonne idée. Maintenant, le rugby féminin vise surtout par le biais de son équipe nationale. Donc il faut que nos clubs qui sont au plus haut niveau continuent de former des joueuses. Il y a Jessie Trémoulière qui est une des meilleures joueuses du monde par exemple. Voilà, ça ce sont des emblèmes importants pour le rugby féminin et c'est ce qui va permettre justement d'attirer du monde au stade. Après, est-ce que si vous mettez plus de moyens, plus d'argent, une diffusion avec des droits télé, ça va vraiment attirer du monde? Ça, j'en suis pas forcément sûr. Ouais, moi je crois que les clubs féminins auront toujours du mal à exister. Voilà, c'est pas dans notre culture, ça va un peu progresser, mais l'équipe de France a trouvé sa place. Pour les clubs, ce sera beaucoup plus dur. Ça pourrait venir de l'équipe de France? Vous pensez une équipe de France ça qui doit venir de par exemple l'équipe de gagne le France. tournoi, qui a gagné le tournoi déjà, l'équipe de France, ça peut démocratiser, en tout cas développer, inciter les jeunes filles par exemple, parce que ça vient de la base, à se lancer dans le rugby féminin. Ah oui, mais pour trouver des pratiquants. Il y a beaucoup de femmes qui adorent le rugby, masculin, on le sait, mais y jouer c'est autre chose peut-être. Non, il y a beaucoup de pratiquantes, mais ensuite vous vous posez la question de savoir si on peut trouver des grands clubs féminins en France, ça me paraît très difficile de penser à ça. Voilà, il y a des petits clubs, mais elles n'auront jamais... C'est qu'une question de volonté. Non, je pense qu'elles auront toujours du mal à attirer de grandes foules, voilà, sincèrement. Non, mais il y a de plus en plus de jeunes filles qui jouent au rugby très très jeunes. Et d'ailleurs, c'est super, parce que ça veut dire que certains parents n'ont pas l'appréhension de mettre leur fille au rugby. Alors que c'est vrai qu'avec tout ce qui se dit au niveau de la sécurité, c'est pas évident d'envoyer sa petite fille sur un terrain de rugby. Donc ça, c'est génial. Après, entre avoir des pratiquantes et jouer au niveau amateur et créer une vraie structure professionnelle, même pas professionnel, on va dire semi-pro, avec des entraînements réguliers, des budgets conséquents et tout ça, on en est loin. Puis surtout les télés, est-ce que les télés s'intéresseraient à ce championnat féminin de club? Faut voir, hier c'était le cas en tout cas pour l'équipe de France. Oui, voilà, mais après, franchir le pas, ça me paraît difficile. Bon, tout ce qu'on souhaite au rugby féminin français, c'est de se développer, bien évidemment, et que l'équipe de France retrouve le chemin de la victoire chez les filles, chez les garçons. C'était fait pour une fois face aux Anglais ce week-end. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission, d'avoir parlé rugby longuement en France-Angleterre. La semaine prochaine, bien évidemment, nous parlerons encore de France-Italie, mais on se penchera quand même, on commencera à se pencher sur le top 14 qui va revenir très très vite. Merci de nous avoir suivis, à très vite. Belle soirée à toutes et à tous sur Noir.